plaisir de vous présenter aujourd'hui l'impact psychologique des cursus scolaires et universitaires dans notre jeunesse française. Ces réflexions que je propose à la discussion sont issues de l'expérience clinique de différentes équipes qui travaillent dans un département très favorisé qui est Paris et un département très défavorisé qui est la Seine-Saint-Denis, auprès de collégiens, de lycéens et d'étudiants. De petits mots pour présenter notre école à la française. Il s'agit d'une école républicaine, gratuite, obligatoire, gratuite et laïque depuis Jules Ferry, mais une école exigeante pour laquelle le mode d'évaluation est très critiqué dans le monde et très négatif. Cette école est le support de notre identité et de notre citoyenneté française, mais aujourd'hui il est bousculé par le multiculturalisme lié aux flux migratoires successifs et par le communautarisme croissant, notamment religieux. L'école est le support de l'égalité et de la paix sociale, mais aujourd'hui, en réalité, l'école renforce les inégalités sociales, comme on en parlait, comme disait le professeur Ruffo tout à l'heure, et comme le montre le classement PISA, qui est le classement international des compétences des collégiens de 15 ans. Ceci est d'autant plus dommageable pour notre jeunesse que la sélection scolaire et les diplômes assignent définitivement le statut social ultérieur en France. Enfin, notre école est le support de la promotion sociale et du progrès économique, mais hélas, dans notre contexte de crise économique actuelle, elle n'est plus l'ascenseur social espéré. Nous sommes confrontés réellement à de nouvelles conditions sociologiques, une sélectivité accrue, qui est liée à la massification de l'enseignement secondaire et supérieur, qui est une véritable volonté politique des gouvernements successifs. Et donc, par effet mécanique, une compétition, un individualisme croissant, des stratégies d'enseignement parallèles, privées, très coûteuses pour les familles, et donc un soutien familial qui devient déterminant pour la réussite de nos jeunes. Mais hélas, en revanche, on note également au même moment une aggravation des vulnérabilités familiales, la précarité économique qui induit une discontinuité professionnelle des parents et un climat d'insécurité économique et sociale, une diversité culturelle qui est certes très riche mais qui peut aggraver la fracture famille-école, notamment dans les situations de mobilité subie que j'oppose à la mobilité choisie de nos étudiants. Enfin, l'éclatement familial qui génère des situations d'insécurité affective pour nos adolescents. Donc le risque, si nous n'intervenons pas, serait l'aggravation d'un système éducatif à deux vitesses. D'un côté, une discontinuité, une souffrance familiale qui vont modifier le rapport des adolescents à l'apprentissage. Une incapacitation de la fonction parentale, temporaire, transitoire ou prolongée, peut entraîner le discrédit des ressources parentales et par extension un discrédit de l'école. L'enfant devient plus compétent que le parent et l'apprentissage entre pairs est favorisé. Alors un apprentissage positif par Internet, mais aussi plutôt négatif par identification mimétique ou assujettissement au groupe, ce qui peut générer des situations de violence ou d'aliénation. Ce climat dans ces familles est propice aux difficultés scolaires, hélas, et aux troubles des conduites. Et pour reprendre un terme du professeur Jamet, à Paris, cela peut être un auto-sabotage actif de la scolarité par l'adolescent, avec une impulsivité mal régulée, des violences ou du rejet scolaire, qui correspond en réalité à des formes de dépression masquées, avec des troubles caractériels. Mais ça peut être aussi un auto-sabotage passif, avec un désinvestissement scolaire progressif, un absentéisme, un décrochage. A contrario, dans d'autres familles, notamment à Paris, la continuité va favoriser l'excellence scolaire. Et on voit bien le problème que soulevait le professeur Ruffo tout à l'heure de reproduction sociale. Mais à quel prix? La cohérence affective, culturelle et sociale de la famille, des modèles et des valeurs va entraîner, favoriser une disponibilité psychologique à l'excellence scolaire, mais évidemment sans la garantir. Et la projection dans l'avenir de ces adolescents est possible du fait du modèle favorable des parents. Mais ici, dans ces familles, l'affiliation familiale et l'assignation à réussir peuvent aggraver la pression scolaire. Ce climat est certes propice à la réussite scolaire, mais on voit apparaître de plus en plus précocement des pathologies de stress dès les petites classes, les classes primaires, mais essentiellement dans les classes charnières entre le collège et le lycée, une anxiété de performance, des troubles anxieux, une phobie scolaire.
Et dans les filières d'excellence, dont je m'occupe plus particulièrement, les filières d'excellence universitaire, les classes préparatoires aux grandes écoles et les grandes écoles, parfois des dépressions d'épuisement. Alors l'école serait-elle génératrice de souffrance? Certes, sous certaines conditions, si les apprentissages proposent un contenu inadéquat au niveau culturel du jeune ou à son niveau de compétence, et si l'évaluation ne stigmatise que l'erreur, si le cadre et l'exercice de l'autorité est mal régulé, soit il est trop lâche, trop laxiste, et les adolescents peuvent avoir un vécu d'abandon ou se livrer à des violences entre pairs, ou si au contraire il est trop rigide, alors les adolescents peuvent avoir un vécu d'humiliation et de rejet de l'école. Les confrontations culturelles posent problème et notre école républicaine exige un certain niveau de désaffiliation, c'est-à-dire on laisse à l'entrée de l'école les valeurs familiales. Et ceci peut entraîner une ambivalence vis-à-vis de la culture française, un rejet, un désintérêt, ou, dans certaines situations, pour des jeunes de ces milieux qui réussissent, un conflit de loyauté familiale avec les parents ou le quartier. Enfin, les interactions sociales peuvent être génératrices de difficultés, soit le milieu est trop homogène, comme dans l'enseignement privé, et il génère une intolérance à la différence et des situations de bouc émissaire, soit il est trop hétérogène, et là, les jeunes peuvent présenter des troubles adaptatifs. Enfin, les valeurs familiales peuvent être discordantes avec celles de l'école. Alors évidemment, si l'école peut générer des souffrances, nous psychiatres, nous savons que la souffrance psychologique va générer de l'échec scolaire. Si nous prenons juste l'exemple de la dépression ou l'addiction au cannabis, par exemple, elle va retentir rapidement sur les apprentissages, entraîner une diminution des capacités cognitives, des capacités relationnelles et finalement un absentéisme, un décrochage. Elles vont également retentir sur les transactions sociales dans la classe. Et par exemple, la mauvaise régulation de l'impulsivité va entraîner des incivilités, un rejet des élèves et une sanction de l'école, une exclusion active de l'école. Le sujet déprimé va s'isoler de son côté. Ces troubles peuvent retentir sur la relation avec les enseignants et entraîner une véritable souffrance institutionnelle de l'école, de ses professionnels. Soit les jeunes se montrent hostiles parce qu'ils sont déprimés en réalité, ou ils vivent la situation d'apprentissage comme une menace d'intrusion ou de domination de l'enseignant. Ou d'autres, parce qu'ils sont déprimés, vont montrer du désintérêt et cela nuit à la psychologie des enseignants. Enfin, cette souffrance psychologique, bien sûr, va retentir sur les relations familiales et on voit apparaître une souffrance familiale autour des situations d'échec scolaire. Alors, comment développer ces programmes de prévention? La priorité, c'est d'abord de repérer la souffrance psychologique quand elle apparaît et la prendre en charge très précocement pour éviter que s'installent ces spirales négatives de la dépression qui génère de l'échec scolaire, et l'échec scolaire va renforcer la dépression et l'autodévaluation du jeune. Aussi, le deuxième point, c'est faciliter l'accès aux soins et surtout égaliser l'accès aux soins de tous les jeunes, car à Paris, les soins sont coûteux, les soins en libéral, et pour certaines filières de soins, elles apparaissent des délits d'initiés. Le troisième point est de favoriser une approche intégrative des causes et des conséquences, c'est-à-dire traiter simultanément le mal-être scolaire et les difficultés psychologiques. Cela nécessite bien sûr une collaboration de tous les acteurs. Alors, voyons les bénéficiaires de ces programmes, bien sûr en priorité l'élève. Nous proposons à la Fondation une approche un petit peu originale, spécifique, sur 6 entretiens, qui est une approche pluridisciplinaire, qui a été empruntée d'ailleurs au dispositif qui a été évoqué hier à l'IGR, associant donc un groupe de professionnels, psychiatres, psychologues et enseignants pour un seul élève sur 6 entretiens. Et là, on va proposer une évaluation conjointe des problèmes d'apprentissage et des problèmes psychologiques individuels et familiaux. Il va falloir également soutenir, bien sûr, l'institution scolaire. Et je vous ai donné 3 exemples. Un programme Estime de soi qui a été lancé il y a quelques années par le rectorat de Paris auprès des instituteurs pour favoriser chez les enfants la confiance en soi. Nous avons lancé à la Fondation notre programme à destination des lycées, des professionnels de lycée, une ligne téléphonique pour aider les professeurs et les surveillants à comprendre les situations complexes, les troubles psychologiques, et savoir si ça relève de l'éducatif ou du thérapeutique, et trouver les bonnes résolutions thérapeutiques pour un problème donné.
Enfin, réfléchir à la sanction. Et je lance cette année, en lien avec la mairie de Paris, un dispositif original d'évaluation psychologique et pédagogique systématique de tous les collégiens exclus de l'académie. Il y en a à peu près 1000 par an. Et également, on va s'intéresser à leur suivi une fois qu'ils auront réintégré l'école. Enfin, il faut s'occuper de la famille, bien sûr. Il serait incohérent de s'occuper d'un adolescent sans s'occuper de sa famille s'il est en souffrance. Différentes alternatives vous sont proposées là, bien sûr, guidance parentale et thérapie familiale, mais une initiative intéressante. Donc, on réfléchit avec des sociologues à l'Académie de Paris, et la question de l'acculturation des parents, notamment dans les situations de familles monoparentales et des femmes qui n'ont pas été instruites et qui sont à la fois en difficulté psychologique pour éduquer les enfants et à la fois en difficulté culturelle pour les aider dans leurs devoirs. Enfin, les structures de soins, je me réfère à M. Ruffo et à M. Jamet, les structures de soins doivent proposer des accueils spécifiques pour les adolescents, et en particulier des approches intégratives, intégrant, comme à la Fondation où je travaille, les soins et les études en même temps, ou intégrant des différents dispositifs de soins somatiques, de médiation culturelle et de soins psychologiques, comme à la Maison des adolescents. Enfin, on incite à Paris toutes les structures de soins à collaborer de manière fonctionnelle et permanente avec les institutions scolaires de leur quartier. Alors, maintenant, quelques mots de la situation psychologique des étudiants. La souffrance psychologique des étudiants est accrue ces derniers temps, et cela est lié aux modifications des facteurs environnementaux, sociaux et surtout universitaires. On est face à une croissance exponentielle de la population étudiante, plus 2% par an, mais aussi une compétition interuniversitaire, nationale et internationale, liée à l'autonomisation des universités et à la marchandisation des savoirs, avec un fort pôle d'attractivité à Paris et un afflux croissant d'étudiants étrangers, 14 à 17% dans les universités parisiennes, 25 à 30% dans les grandes écoles, et toutes les problématiques liées au déracinement et à la migration. Mais aussi, on assiste à une précarisation des débouchés professionnels qui renforce le stress des étudiants et une augmentation importante des étudiants handicapés qui est liée aux programmes gouvernementaux d'intégration du handicap en milieu ordinaire. Le nombre a doublé en 6 ans. Alors, les étudiants peuvent présenter des difficultés psychologiques à toutes les étapes du parcours. L'entrée à l'université qui nécessite un certain degré d'adaptation, de l'autonomie, mais aussi à la mi-parcours, lors des premiers stages où se révèlent souvent des pathologies psychiatriques qui étaient bien compensées pendant l'apprentissage universitaire. Et enfin, à l'insertion dans la vie professionnelle. Alors, nous connaissons évidemment les facteurs de risque de décompensation. C'est essentiellement une vulnérabilité psychologique préalable de ces étudiants avant l'entrée à l'université, mais cette vulnérabilité va être corrélée à des facteurs de stress environnementaux et universitaires sur lesquels nous allons pouvoir agir. Enfin, on l'espère. Et nous constatons une vulnérabilité accrue chez les étudiants en situation de mobilité, notamment nos amis étrangers, 4276 étudiants brésiliens, qui ne sont pas les plus en difficulté d'ailleurs, et les étudiants en cursus sélectif. Les incidences psychologiques sont un inconfort psychologique réactionnel, transitoire ou durable, avec dans ce registre-là une prévalence des états dépressifs et des troubles anxieux. La question des addictions très présentes au lycée et au collège reste encore d'actualité, mais change de forme. Et c'est le binge drinking aujourd'hui qui commence à être un problème de santé publique pour nos étudiants, parce que c'est un lien social fédérateur. Des décompensations psychiatriques peuvent advenir à cet âge, qui est l'âge des décompensations, des pathologies schizophréniques et des troubles bipolaires. Enfin, parfois des suicides, car rares, heureusement, mais qui ont un impact délétère sur la vie universitaire. Et ils ne sont pas réductibles à la seule pathologie psychiatrique et sont souvent liés à la conjonction de facteurs précipitants. Alors pour conclure, je vous propose là quelques nouveaux programmes que nous avons développés, que nous commençons à développer en milieu étudiant, et avec un tournant majeur qui est pris de la prévention collective opérée depuis 50 ans, qui est essentiellement une information collective donnée aux étudiants, à une prévention personnalisée qui va tenir compte des données individuelles de vulnérabilité de chaque étudiant. Alors pour cela, évidemment, il y a une étape préalable qui est de mieux identifier les populations à risque par des enquêtes épidémiologiques. Une grande enquête prospective sur 10 ans a démarré l'année dernière à Bordeaux. Et nous attendons beaucoup de cette étude comparative interuniversitaire interfilière
pour modifier l'environnement universitaire. Le deuxième point, ça va être d'améliorer la vigilance par rapport à la détresse psychologique, proposer un dépistage individuel des troubles psychologiques, comme nous le faisons aujourd'hui sur le service interuniversitaire de Paris, grâce à un questionnaire santé mentale issu du questionnaire OMS avec 44 items qui sont les portes d'entrée sur les diagnostics. Et nous proposons ces questionnaires auxquels nous avons ajouté un questionnaire sur le recours aux soins, c'est très important pour nous, et aussi l'impact de ces troubles sur les études. Et à la suite de ce questionnaire, le jeune peut être reçu par un psychologue case manager et orienté vers les soins. Enfin, il convient évidemment de gérer rapidement et de manière centralisée les situations d'urgence, c'est mon travail à Paris. Le troisième point, c'est de soutenir ces étudiants en situation de handicap, car la situation d'urgence, souvent, c'est eux, après l'arrêt de leur traitement. Et conforter l'alliance thérapeutique est fondamental, mais aussi les aider, maintenant qu'ils arrivent à des études universitaires de haut niveau, les aider à, je dirais, orienter leur choix de métier en fonction de leur handicap. Enfin, et je terminerai par là, développer des structures de soins spécifiquement dédiées aux étudiants, comme les bureaux d'aide psychologique universitaire, qui proposent à Paris des soins psychothérapie gratuits aux étudiants, et des initiatives plus originales proposées par ma fondation, qui est d'ouvrir en 2015 à Paris et en 2017 en Seine-Saint-Denis une maison de la santé étudiante sur le modèle de la maison des adolescents, avec des portes d'entrée multiples, à la fois pour des soins somatiques, des soins psychologiques, des problèmes académiques, des problèmes sociaux, et des îlots qui auront une bonne lisibilité pour nos étudiants et qui leur proposeront des soins gratuits. Je vous remercie de votre attention.